messieurs, bonsoir. Au menu des questions éco, Startup.ma et Bourse de Casablanca. En première partie, Youssef El-Hammal, l'un des fondateurs de Startup.ma, nous expliquera les raisons du relifting de cette plateforme. Il sera également question de diagnostic et de recommandations pour maintenir sa startup à flot malgré une conjoncture difficile. Ensuite, en seconde partie, direction la Bourse de Casablanca en compagnie du directeur de rédaction de boursenews.ma, Adil Halimi, sera avec nous pour faire le point sur la situation peu avant la saison des résultats trimestriels des sociétés cotées. Alors, comment s'annonce la tendance? Est-ce qu'elle reflète la situation économique ou est-elle décalée par rapport à la réalité comme sous d'autres cieux? Il sera aussi question de liquidité des valeurs et de démocratisation de la place casablancaise. Bienvenue à toutes et à tous. Et avant de joindre notre premier invité, je vous laisse avec ce papier de Ala Abnani qui revient sur les principaux chiffres relatifs aux startups au Maroc. Pour accompagner les jeunes entrepreneurs dans la concrétisation de leurs idées, plusieurs initiatives et programmes ont été lancés au Maroc. Dernier en date, le programme Tatouer Startup, lancé le 15 février dernier par le ministère de l'Industrie. Par ailleurs, le gouvernement marocain, avec l'appui de la Banque mondiale, avait lancé le fonds Innovinvest, doté de 500 millions de dirhams. Ce dernier a permis à lui seul de financer quelques 300 startups. De son côté, l'OCP a lui aussi lancé un programme de financement de startups nommé Impulse, un programme développé par l'université Mohamed VI Polytechnique. Idem pour la Caisse de dépôt et de gestion qui a déployé le programme de 112 Founders. Cela dit, d'après une étude de Startup Square réalisée en 2020 sur l'impact du coronavirus sur l'écosystème des startups marocaines, 64% d'entre elles avaient déclaré disposer de moins de 3 mois de trésorerie, mais 13% seulement ne pensaient pas pouvoir survivre à la crise sanitaire. En 2020, rappelons-le, le Maroc est passé du 12e au 8e rang dans le classement des levées de fonds à destination des startups en Afrique. Le pays a pour ambition d'être dans le top 3 africain d'ici fin 2021. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Youssef El-Hammal, directeur fondateur d'YM Africa et également cofondateur de Startup.ma. Bonsoir Youssef El-Hammal, merci d'être avec nous. Bonsoir Khadija, merci pour l'invitation. Avant de parler de Startup.ma, si on commençait d'abord par un état des lieux qui a d'abord donc bien sûr commencé dans le papier que nous venons de suivre, mais parlons impact justement, impact du Covid-19. Selon vous, dépend-il réellement de la maturité de la start-up? C'est-à-dire que les start-up matures dans les phases moyennes, voire matures, se sont mieux portées et ont mieux résisté au choc Covid-19 que celles qui viennent d'être créées? Écoutez, moi je pense au-delà de la maturité, c'est plutôt le positionnement de ces startups et dans quel secteur d'activité elles interviennent. Il y a bien évidemment des opportunités qui se sont présentées dans certains secteurs, notamment pour encourager le travail à distance, l'éducation, ainsi de suite. Donc moi je pense que ce sont ces startups-là qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Elle a aussi parlé d'un élément qui est important, qui est la trésorerie. Vous avez vu, le vrai fléau aujourd'hui des startups, c'est de pouvoir financer leurs charges et pouvoir disposer de leur argent au bon moment pour pouvoir investir et accompagner leur développement. Très bien. Alors, justement, accompagner leur développement, que pouvez-vous nous dire par rapport à tous ces programmes d'appui et d'accompagnement des startups aujourd'hui au Maroc? Est-ce qu'on peut parler réellement d'un écosystème qui marche? Écoutez, un écosystème qui marche, moi je pense que si on revient au début de mon entreprise, YM Africa, c'était en 2012, il n'y avait pas tous ces programmes, il n'y avait pas tout cet accompagnement qui a été mis en place. Moi je pense qu'aujourd'hui, le Maroc est positionné parmi les premiers pays en Afrique en termes d'accompagnement et en termes de mise en place de l'écosystème encourageant l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a encore des choses à faire. Et c'est là où on intervient, nous, de notre côté, c'est pour, en quelque sorte, pouvoir dresser une cartographie de cet écosystème et au même titre permettre à tous ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat de s'adresser à un point de contact unique sur Internet
pouvoir identifier quelles sont les startups qui sont actives ou bien celles qui sont fermées et qui ont à un certain moment intervenu dans un système, pouvoir les mettre en contact avec des investisseurs, pouvoir identifier les programmes. Il a parlé de programmes qui sont lancés par la Caisse centrale de garantie, qui sont lancés aussi par la Banque mondiale, ainsi de suite. Aujourd'hui, tous ces programmes-là, ils restent dans chaque organisme, c'est-à-dire ils sont éparpillés sur le net. Et nous, le but, c'est de pouvoir les référencer et pouvoir encourager encore une fois ces jeunes à ce qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Très bien. Alors avant justement d'en parler davantage et en détail, puisque nous parlons de l'état des lieux et du diagnostic toujours, quelle est la responsabilité? Parce que vous avez parlé de beaucoup de programmes d'accompagnement. Alors quelle est la responsabilité d'un côté de l'entrepreneur qui se lance sa start-up, parce qu'il est tout aussi responsable que le gouvernement, et en l'occurrence le système bancaire. Alors si on pouvait peut-être parler de solutions aujourd'hui, compte tenu de la conjoncture actuelle, par rapport à ces startups, avec toutes les parties prenantes. Écoutez, moi j'ai envie de dire que aujourd'hui l'écosystème startup bénéficie d'un accompagnement qui est assez large. Lorsqu'on parle de financement aujourd'hui, je prends juste le cas de la CCC, la Caisse centrale de garantie. On a aujourd'hui plus de 4-5 programmes qui sont proposés à des startups, juste en apportant une idée. C'est même pas en validant un projet ou autre, juste venez avec une idée ou partez avec un chèque de 200 000 dirhams pour pouvoir lancer votre boîte. Donc, moi je pense que le financement c'est pas le plus important dans le lancement d'une start-up. Ou sa survie. On parle de sa survie maintenant. On ne parle pas de lancement. On parle vraiment d'une start-up qui a déjà commencé et qui subit, comme toute autre entreprise ou entrepreneur, les dommages de la Covid-19. La survie, il passe tout simplement par l'encaissement. Moi, je leur dis, je le répète, c'est ce que vous avez dans votre compte bancaire qui va vous permettre demain de survivre, payer les salaires et continuer à développer. Et c'est ça la vraie problématique aujourd'hui du monde de start-up. Comment est-ce que je vais pouvoir me développer en tant que start-up, recruter les meilleurs, développer mes outils et lancer de nouvelles versions, et surtout le faire avec ma trésorerie. Aujourd'hui, on l'a compris, avec le Covid, ça va encore être plus difficile de pouvoir aller de l'avant. Moi, je pense que le plus difficile est derrière nous. Aujourd'hui, on voit tout ce qui l'État marocain mobilisé pour accélérer la vaccination, toute l'aide qui a été mise en place pour débloquer des prêts et des financements à travers les banques, aujourd'hui reste, encore une fois, c'est un challenge pour les startups, et les meilleurs, ils vont bien évidemment continuer, ils vont pouvoir trouver des pivots, ils vont pouvoir aussi challenger encore plus leur modèle économique. Et justement, vous êtes là pour les aider à faire cela. Donc, parlez-nous davantage de cette nouvelle formule, j'ai envie de dire, de Startup.ma, donc d'accompagnement aussi des jeunes start-upers. Alors, en allant sur la plateforme, on a pu voir qu'il y a bien sûr une mise en valeur des jeunes start-upers, notamment ceux qui réussissent, mais pas seulement. Il y a aussi un découpage sectoriel. Donc, pouvez-vous nous parler davantage de cette nouvelle version ? Alors, c'est une deuxième version. La première, c'était pour nous un moyen de voir et de sonder l'intérêt du marché et de voir qu'est-ce qu'on pourrait nous apporter, parce que nous, on reste encore une fois une start-up. Et c'est dans cette deuxième version, on est parti du principe que les start-up n'avaient pas forcément accès à des investisseurs, au-delà des programmes qui sont connus de tout le monde. Donc, il fallait qu'on puisse créer et développer un seul lieu où on va retrouver toutes ces startups-là, identifier cette startup, il est porté par quel fondateur, par quel entrepreneur, pouvoir identifier aussi qui est derrière cette startup, est-ce qu'il y a eu des programmes, est-ce qu'il y a eu des investissements qui ont été faits pour financer la startup. Aussi, il ne faut pas l'oublier, permettre à des jeunes porteurs de projets de s'inspirer, parce que aussi il y a un rôle
pédagogique à travers notre plateforme et qui s'adresse pas seulement à des on va dire des cadres qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, il s'adresse aussi aux étudiants. Il ne faut pas oublier que la vraie problématique aujourd'hui de l'employabilité, on ne peut pas la combattre, on ne peut pas la résoudre cette problématique seulement en mettant à disposition de ces jeunes des emplois, mais au contraire en les poussant à ce qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est ce que vous proposez également dans ce stagiaire.ma, c'est-à-dire pour les stagiaires, vous leur proposez des stages dans les startups ou comment cela se passe concrètement sur le terrain? Alors, c'était vraiment le lien qu'on a trouvé. Aujourd'hui, on a des partenariats avec des programmes du type de 112 Founders, avec Réseau Entreprendre, avec d'autres programmes qui nous sollicitent en fait pour les aider à trouver des jeunes talents. Et comme vous le savez, aujourd'hui, un étudiant bien ingénieur lauréat, il va préférer partir travailler dans une grande structure plutôt que de s'aventurer à passer son stage ou bien un premier emploi dans une start-up. Donc le but aussi à travers cette plateforme, c'est de valoriser ces start-up, parler de ce qu'on appelle marque employeur, c'est dans quelles conditions cette start-up accueille les jeunes, que ce soit stagiaires ou bien lauréats, et surtout leur permettre de recruter plus facilement. Donc tous les unions, en fait, l'univers stagiaire.ma, startup.ma et autres, parce qu'on n'a pas que ces deux plateformes, reviennent et rejoignent la même problématique qui est améliorer le taux d'employabilité de ces jeunes, que ce soit en intégrant le marché professionnel, que ce soit en travaillant dans une start-up ou en les inspirant pour qu'ils lancent leur propre start-up. Et c'est ça le but final pour nous, parce que je pense que c'est avec l'entrepreneuriat qu'on va pouvoir résorber toute cette masse qui est sur le marché aujourd'hui à la recherche d'un emploi. Si ce n'est pas toute, mais au moins une bonne partie. Merci beaucoup Youssef Hammal, fondateur de stagiaire.ma et YM Africa et de cette plateforme nouvelle version de startup.ma qui est une plateforme, rappelons-le, informative et d'accompagnement pour les jeunes porteurs de projets ou pour les startups qui ont déjà commencé pour être accompagnés par des startupers comme vous d'ailleurs Youssef Hammal. Encore une fois, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Khadija. Voilà, c'est la fin de la première partie. À tout de suite. Dans le papier que vous allez suivre, Aleb Nani plante le décor en rappelant les dernières performances à la bourse de Casablanca. La semaine dernière, la bourse de Casablanca a clôturé dans le vert. Son indice principal, le Mazi, a pris 0,77%. Pour sa part, le Morocco Stock Index 20, composé des 20 entreprises les plus liquides, a avancé également de 0,77%. Pour ce qui est du Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, il a gagné 0,82%. Ainsi, les performances year-to-date de ces trois baromètres se trouvent respectivement placés à plus 3,38%, plus 2,88% et plus 3,22%. Cela dit, les signaux ne sont pas tous positifs à la bourse de Casablanca. Nexans Maroc, leader dans le secteur du matériel électrique et faisant partie du MSI 20, a exprimé récemment son souhait d'être radié de la bourse de Casablanca. D'ailleurs, sa cotation est suspendue depuis le 24 mars dernier. Raison principale, l'illiquidité, c'est-à-dire que ces actifs ne peuvent pas être facilement échangés contre de l'argent. D'après les analystes, plusieurs valeurs de la bourse de Casablanca souffrent du même syndrome, une dizaine sur 76 sociétés cotées, et ces dernières se demandent si elles doivent suivre Nexans dans sa démarche. Et j'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Casablanca mon confrère Adil Halimi, directeur de rédaction boursenews.ma. Bonsoir Adil Halimi, merci à vous d'être avec nous. Bonsoir Khadija. Donc Bourse News, si vous nous parlez justement des news de la bourse à la bourse de Casablanca, est-ce que la tendance reflète la situation économique ? Écoutez, oui, globalement, la tendance reflète la situation économique. On est même sur le marché boursier un peu en avance sur la situation économique parce que les investisseurs en bourse vont plutôt anticiper plutôt que réagir à l'évolution de la situation. Un chiffre pour savoir un peu où est-ce qu'on en est. En 2020, les entreprises cotées à la bourse de Casablanca ont vu leurs bénéfices baisser d'à peu près 35%. C'est un chiffre assez élevé. Alors, c'est un chiffre qui est aussi
impactés par les dons réalisés par les entreprises au fonds de lutte contre la Covid-19. Si on neutralise l'effet de cette contribution, on est sur une baisse d'à peu près 20% des bénéfices en 2020. Donc vous le voyez, c'est un peu dans l'esprit de la situation économique du Maroc. Mais ça n'a pas vraiment changé puisque la bourse de Casablanca n'a pas vraiment non plus reflété l'état de l'économie marocaine il y a quelques années. Cela dit, les performances restent disparates par rapport aux résultats des sociétés cotées. Si on en parlait avec vous, Adil Halimi, notamment par rapport aux grosses capitalisations, dont pour une fois, eh bien, elles sont également, elles ne sont pas sur la même longueur d'onde côté résultats annuels, en l'occurrence pour 2020. Avec Exactement, bien sûr, c'était prévisible parce que les télécoms, c'était prévisible qu'elles se démarquent et qu'elles tirent leur épingle du jeu. Exactement, vous avez raison sur les grandes capitalisations parce que lorsqu'on regarde un peu les secteurs qui se sont un peu démarqués positivement ou négativement en 2020, vous avez ceux qui ont bien tiré leur épingle du jeu, ceux qui ont résisté, ceux qui ont pu capter de la croissance malgré les conditions difficiles dans lesquelles était l'économie marocaine, au-delà des chiffres. Et puis vous avez ceux qui ont un peu souffert, qui étaient en ligne de mire, qui ont été impactés par la fermeture de l'économie et le confinement. Alors, dans ces secteurs-là, les plus impactés, vous avez le secteur bancaire. Vous parliez de grosse capitalisation, le secteur bancaire est le secteur le plus représenté à la bourse de Casablanca actuellement. Et c'est aussi celui qui a vu ses bénéfices baisser le plus en 2020. C'est un secteur qui est extrêmement exposé pour des raisons techniques liées au coût du risque. On pourrait y revenir. Mais c'est un secteur qui est très impacté. Vous avez aussi l'immobilier, parce que les chantiers se sont arrêtés, la production s'est arrêtée, les ventes ont repris très très timidement après la levée du confinement. Vous avez le BTP aussi qui a été impacté par l'arrêt des chantiers. Et puis, comme vous pouvez l'imaginer, le secteur du tourisme qui continue de subir jusqu'à présent les effets de la crise. Alors, un petit mot sur les secteurs qui ont bien tiré leur épingle du jeu. Vous avez le secteur minier tout d'abord, et sur lequel les investisseurs continuent d'espérer de la croissance cette année parce que les cours des matières premières progressent. Vous avez le secteur technologique, vous avez la grande distribution, et puis vous avez dans une moindre mesure les télécoms. Très bien. Bon, alors, si on manque de visibilité, comment pouvons-nous nous projeter, notamment sur des valeurs, vous l'avez dit, exposées, risquées même, notamment celles bancaires, mais pas que. Il y a d'autres valeurs aussi qui risquent d'être un peu absentes des échanges et boudées par les investisseurs compte tenu du risque. Alors, que pouvez-vous nous dire justement sur les perspectives pour cette année 2021 sur cette bourse de Casablanca, Adil Halimi? Alors, parler de perspectives, c'est, vous l'imaginez dans le contexte actuel, plus difficile que d'habitude, mais si on plante le tableau général, là, on est quand même on est en train de sortir d'une année de récession. Le PIB a baissé de 7%, donc normalement on devrait avoir une croissance mécanique. On a une campagne agricole excellente jusqu'à présent. On a le parcours sans faute des autorités sanitaires sur le plan de la vaccination qui accélère l'ouverture de l'économie et qui ramène de l'enthousiasme chez les investisseurs. Et puis, vous avez tout l'argent qui est mis sur la table par le gouvernement pour aider à la relance économique. Donc, ce cocktail-là est très positif pour la croissance de la bourse. D'ailleurs, les investisseurs l'ont très vite vu en 2020 et on a eu une reprise des cours boursiers à partir du mois d'avril dernier. Là, on a quand même récupéré presque 80 ou 90% de la baisse Covid à la bourse de Casablanca parce que les investisseurs ont anticipé un peu ce retour à la normale. Maintenant, quand on regarde les analystes financiers qui suivent les entreprises cotées et qui font des projections, eh bien, le consensus des bénéfices pour cette année 2020 est de plus 14 ou plus 18% pour les entreprises cotées. Alors, on disait tout à l'heure, les bénéfices ont baissé de 35% en 2020. Là, on anticipe un retour à plus 20% cette année. Donc, on va un peu éliminer les pertes de 2020, mais pas toutes les pertes. On aura besoin peut-être de quelques mois supplémentaires. 2021, voire 2022. Chez certains analystes, ils attendent 2022 pour voir un retour réel à la normale et à la rentabilité des entreprises cotées.
Et puis, rentabilité de cette bourse de Casablanca par rapport au volume traité, que pouvez-vous nous dire là-dessus? Parce qu'on parle bien sûr que de valeur, que d'indices depuis tout à l'heure, mais on ne parle pas de volume. Et ce problème de valeur peu liquide, justement. Et ce marché peu liquide, in fine. C'est vrai que c'est la question un peu du moment qui revient sur le devant de la scène. Vous en parliez tout à l'heure dans le reportage avec ce retrait annoncé de Nexans Maroc. La liquidité actuellement, elle pose un problème. Alors, quand on parle de liquidité, au fait, il faut savoir qu'il y a deux aspects. Vous avez ces petites entreprises qui sont du bon papier, qui ont de bons fondamentaux, mais elles sont petites. Et lorsque les investisseurs institutionnels se mettent à l'achat et gardent ces entreprises, ils assèchent leur flottant et donc on retrouve moins d'actions à la vente sur le marché et donc ces entreprises se retrouvent moins liquides. C'est par exemple le cas de Nexans Maroc qui a annoncé son retrait de la bourse de Casablanca récemment. C'est pas une entreprise qui traverse des difficultés, c'est une petite pépite industrielle au Maroc, ils ont un savoir-faire énorme, ils existent ici depuis très longtemps, il y a un management qui est de très bonne qualité, c'est une filiale d'un groupe international leader mondial, mais le problème c'est que l'entreprise marocaine est très petite et donc la liquidité est faible à cause de la taille de l'entreprise. Mais vous m'amenez sur le terrain de la liquidité, il y a un deuxième sujet qui est beaucoup plus grave sur la liquidité, ce sont les entreprises qui ne jouent pas le jeu de la communication financière. Ce sont les entreprises qui ne jouent pas le jeu de la communication avec les investisseurs. Elles s'en tiennent au minimum réglementaire, elles ne communiquent pas suffisamment. Quand la situation est bonne, elles sortent sur le marché pour le dire. Quand la situation est moins bonne, elles se retirent. Vous savez, il y a des entreprises aujourd'hui où même pour nous, journalistes, c'est difficile d'avoir accès à ces entreprises, à leurs dirigeants, à leur parler, alors qu'elles sont publiques et donc elles sont supposées parler aux investisseurs et parler à la communauté financière. Est-ce que cela joue aussi en défaveur de l'attractivité de la place, Adil Hlimi? Vous me direz que oui. Bien sûr que ça mais joue. Comment on peut arranger cela et rendre cette place boursière plus attractive et pour les investisseurs? Alors, investisseur en tant que PME qui ouvre son capital en bourse, mais aussi en tant que petit porteur, vous, moi, tous les petits porteurs qui peuvent justement dynamiser cette place boursière, mais qui ont peur, parce que d'abord, elle n'est pas assez démocratisée, et puis il y a ce genre de pratiques-là qui n'instaurent pas la confiance, bien au contraire. Exactement. Alors c'est un travail qui doit être mené sur plusieurs fronts. C'est d'abord un travail d'éducation financière. Et c'est aussi un travail de démocratisation auprès du grand public pour expliquer les avantages de l'investissement en bourse. Vous savez, il faut dire aux téléspectateurs aujourd'hui que le placement le plus rentable à long terme reste l'investissement en bourse. C'est prouvé également au Maroc. Et donc, investir dans un portefeuille boursier sur plusieurs années, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rentable que d'autres placements comme l'immobilier, alors qu'on a l'habitude d'aller chercher des placements en immobilier, c'est dans notre culture. Donc, il faut éduquer les investisseurs sur l'intérêt d'investir en bourse parce que c'est rentable. Mais de l'autre côté, il faut aussi éduquer les entreprises qui viennent en bourse sur la nécessité de communiquer, d'être transparent, d'expliquer les choses correctement. Et puis, il faut aussi que les pouvoirs publics jouent également ce rôle-là de démocratisation et ramènent des solutions à la liquidité. Si j'ai quelques secondes, je peux parler de ce projet de loi sur le prêt de titres qui vient de passer en Conseil de gouvernement il y a 2 semaines. Si ce projet est adopté prochainement par le Parlement et par les 2 chambres, eh bien, ça va apporter quelque chose à la liquidité parce que les investisseurs pourront prêter leurs titres à d'autres investisseurs qui vont pouvoir faire des opérations avec et donc augmenter un peu la liquidité. Et c'est sur ça que sont attendus les pouvoirs publics. Ils doivent apporter des solutions réglementaires. Absolument, parce que justement, ça encadre, mais pas que, ça facilite et puis ça ouvre sur des outils financiers de placement, en l'occurrence, différents de ceux classiques dont nous disposons aujourd'hui à la Bourse de Casablanca. Encore une fois, Adil Hlimi, directeur de publication de boursenews.ma, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Merci Khadija. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à toutes et à tous.